rentrée politique et sociale à risque en Europe, c'est le grand angle de ce dimanche 28 août. Fini les vacances, les Européens reprennent le chemin du travail, tout comme leurs dirigeants qui alertent sur un hiver à venir difficile. Une rentrée politique et sociale à risque en Europe, c'est notre grand angle avec ce soir Richard Verly, correspondant en France pour le média en ligne suisse Blick. Bonsoir. Bonsoir Richard et bonsoir à vous Eva Morletto, correspondante à Paris aussi, journaliste au groupe Mondadori italienne installée en France. Bonsoir à vous deux. On va commencer par la rentrée politique en France. Emmanuel Macron a conduit son premier conseil des ministres. La plupart des partis politiques sont réunis en université d'été. Ça y est, les affaires ont repris cette semaine en France. Oui, la rentrée politique est déjà une actualité et dictée par un agenda d'urgence. Comme il a dit Emmanuel Macron, c'est fini l'abondance, c'est fini les libertés. Et donc, on fait face à un agenda qui sera dicté par la crise énergétique, forcément, et par l'émergence du pouvoir d'achat. Vous parliez d'Emmanuel Macron, je vous propose tout de suite qu'on l'écoute. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût, celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous le revivons ici avec encore plus de force. La fin de l'abondance de terre ou de matière et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Alors les oppositions dénoncent une posture et reprochent au président d'utiliser ces thématiques comme un alibi. Emmanuel Macron cherche à dramatiser les enjeux ? L'enjeu est dramatique. La crise qui s'annonce, la crise énergétique, si toutefois l'hiver est extrêmement rude, ça va être très sévère et ça va être dur à passer. Là où il y a une difficulté pour Emmanuel Macron, donc là où il, prête le flanc aux oppositions, c'est qu'une partie de cette abondance, il l'a créée lui-même avec le quoi qu'il en coûte. Les liquidités qui ont véritablement inondé le marché et qui ont permis aux Français de tenir le choc pendant la pandémie, c'était le gouvernement Macron. Donc la grande difficulté pour lui, c'est de tenir ce discours et de s'affranchir en quelque sorte d'une réalité passée qui était aussi la sienne. Eva ? Oui, et surtout, on a un Emmanuel Macron qui, là, à cette rentrée politique, montrera à nouveau son visage sur la politique nationale. Parce qu'avant, il était surtout concentré sur l'international avec la crise russe. Et on verra, et c'est assez inquiétant de voir comme déjà il fera à gouverner avec toutes ces émergences, ce calendrier si dense, avec des oppositions, avec cette présence massive des oppositions à l'Assemblée. Et notamment Jean-Luc Mélenchon qui a déjà déclenché un peu les hostilités en disant que ça sera le gouvernement des 49-3, qui fera passer donc ces réformes en force et pas avec un dialogue et des alliances qui seront d'ailleurs assez difficiles parce qu'on ne voit pas comment il peut gouverner, par exemple, sans avoir une coalition qui s'appuie nettement sur les Républicaines, par exemple. Alors pour l'instant, vous évoquez le gouvernement. Le gouvernement, passez-moi le mauvais jeu de mots, c'est lui qui est au charbon. Nous n'allons pas laisser les prix de l'énergie exploser, déclare la Première ministre dans la presse dominicale aujourd'hui, sans préciser comment. Elle va avoir deux obstacles majeurs, Elisabeth Borne. Le premier obstacle, et c'est aussi vrai pour Emmanuel Macron, c'est qu'une partie de la réalité de la situation lui échappe. Parce que ça vient de Moscou, ça vient de la crise énergétique, ce sont donc des facteurs sur lesquels la France n'a pas vraiment prise. La deuxième chose, c'est que Elisabeth Borne, elle a pour l'instant bâti son début de crédibilité sur sa ténacité. On a vu que franchement son arrivée a été difficile. Mais il faut plus que la ténacité pour réussir et pour négocier. Il faut aussi montrer une ouverture. Et on ne voit pas les ouvertures pour l'instant, notamment vers l'opposition. Donc là, je crois que pour elle, le grand défi, c'est ça, c'est démontrer qu'il y a un levier français, ce qui n'est pas tout à fait sûr, et démontrer qu'il y a une marge de manœuvre pour négocier. Les oppositions, on va en parler un peu plus précisément, puisque c'est la rentrée, pour elle aussi, qu'on envoie des universités d'été de la gauche, par exemple. Les 4 formations de la NUPES font chacune leur rentrée de leur côté. Vous l'évoquiez à l'instant. C'est une stratégie risquée dans ce contexte ? C'est une stratégie risquée, mais en même temps, c'est une stratégie pour ne pas se faire phagocyter par la France insoumise, parce que Jean-Luc Mélenchon est en retrait, mais pas en retraite, comme il a été annoncé. Le titre de Libération, c'est exactement. Donc c'est surtout de la part des écologistes, parce que, par exemple, le programme de la NUPES sur l'écologie est quasiment recalqué sur celle des écologistes, qui reste donc d'être assez effacé. Une particularité cette année, c'est que la rentrée parlementaire ne se fera qu'en automne. La réforme des retraites, de l'assurance chômage, du revenu de solidarité active, le RSA, la loi sur l'immigration, un complexe plan d'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique, dont l'urgence s'est vue cet été avec les incendies. Est-ce que le sens du compromis suffira ? Non.
Il faut plus, c'est ce que je disais juste avant, il faut plus que le sens du compromis, il faut plus que des mots, il faut véritablement des possibilités de négociation, ce qui veut dire clairement pour le gouvernement l'accord pour aller dans le sens des oppositions et vice-versa. Et là, je crois que pour l'instant, on ne le voit pas véritablement, cette ouverture. La meilleure preuve, c'est qu'Emmanuel Macron... Ça a marché avant la pause estivale? Oui, c'était un petit peu le pli qu'on voyait prendre, mais ça va être difficile parce que plus la crise va être dure, il y a la politique aussi. Mélenchon, il a bien compris que ça va être dur. Plus ça va être dur pour Emmanuel Macron, plus lui va essayer de mettre le gouvernement le dos au mur afin de prendre l'avantage. Donc c'est pas simple. Oui, il y a des mesures concrètes aussi. Par exemple, le fait que Jean-Luc Mélenchon rapproche le fait de n'avoir pas appliqué ce fameux SMIC à 1 500 € et aujourd'hui d'aller par contre sur une surtaxation des entreprises, ce qui ça semble un peu à une sorte de quémander de l'argent aux grandes entreprises avec une taxation supérieure, et au lieu d'avoir appliqué ce SMIC qui en effet peut-être dans une situation de pouvoir d'achat faible aurait été une des solutions faisables. Jean-Luc Mélenchon qui prévoit une grande marche des colères cet automne, les dossiers difficiles voire piégeux s'accumulent. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que la rentrée s'annonce explosive? Est-ce que les Français vont descendre dans la rue? Moi, j'ai de la peine à croire au troisième tour social. Vous savez, c'est l'expression qu'on utilise beaucoup, comme quoi finalement les choses se régleraient dans la rue après les élections législatives. Je crois que la crise énergétique va quand même avoir un effet, je dirais, inquiétant pour tout le monde. Ça va assommer, surtout si elle s'avère très sérieuse. Les Français réalisent quand même, j'imagine, que, encore une fois, la possibilité pour le gouvernement de s'affranchir des réalités économiques mondiales, elle est très très mince. Par contre, ce qu'il faut, c'est que le gouvernement montre qu'il est aux côtés des gens qui ont besoin. Et donc là, il va falloir des mesures. Or, vous les avez énoncées, assurance chômage, c'est dans l'esprit d'Emmanuel Macron plus de facilité à licencier, en gros, et ça, c'est très difficile à accepter. Les retraites, c'est aussi quelque chose qu'on va enlever. Donc, vouloir enlever des avantages aux Français à un moment donné où ils sont encore plus sous pression, là, ça devient une équation explosive. Oui, surtout les Français dans la rue, vous y croyez ou pas? Alors, déjà, on a eu la leçon des Gilets jaunes, on a vu à quoi ça a abouti, mais surtout, je suis d'accord avec Richard, je pense qu'il y aura des problèmes très concrets à faire face, donc celui de la crise énergétique. On a une bouclier sur les tarifs qui est mis en place. Est-ce qu'on pourra le respecter, vu qu'on est en quête de cette énergie? On a vu récément le voyage d'Emmanuel Macron en Algérie, par exemple. Il était accompagné par Catherine McGregor, pas pour rien. Donc, on a cette nécessité d'avoir plus d'énergie. À quel prix? À qui on l'achètera? Et est-ce que ce bouclier tarifaire sera suffisant? Et est-ce que les Français donc pourront supporter dans le cas, voilà, parce que là, on a des palliatifs. Par exemple, la remise carburant de 30 centimes, on a la prime inflation de 100 €, mais ça reste des palliatifs qui, bien évidemment, sont populaires, mais effleurent un peu la démagogie. Ces questions agitent un peu toute l'Europe. Hein. C'est la rentrée politique et sociale ailleurs en Europe aussi. Est-ce que là aussi, vous pensez qu'un automne l'automne s'annonce explosif en Europe? Alors, je pense que côté européen, oui, là, ça va être très difficile pour 3 raisons. D'abord, parce qu'il y a la crise énergétique, on va pas revenir dessus, on le connaît, mais elle peut devenir beaucoup plus grave qu'on ne le pensait, et à ce moment-là, handicaper l'économie européenne qui est déjà en mauvaise santé. Ensuite, il y a le problème de l'euro. Vous avez vu que la monnaie dévisse par rapport au dollar, ce qui renchérit toutes les importations, notamment énergétiques. Et puis, il y a un problème, c'est l'Italie. C'est-à-dire que si l'élection législative du 25 septembre devait déboucher sur une présidence du Conseil, par exemple, à Madame Meloni, la leader d'extrême droite, alors à Bruxelles, il y aurait un vrai moment de panique. Là, c'est sûr, en Italie, c'est la rentrée sur les chapeaux de roue. Elle inquiète ou pas? Et bien sûr qu'elle inquiète, surtout que quand il y a eu les démissions de Mario Draghi, c'était dans un moment très délicat. L'Italie est une des bénéficiaires les plus importantes du plan de relance européenne. Elle doit encore toucher les 2/3, je crois, du montant qui était destiné à l'Italie, qui était alloué à l'Italie. Et par contre, il y a des conditions pour recevoir ce montant. Est-ce que Giorgia Meloni gardera le cap et sera respectée? Parce que ce dont on a l'impression, c'est d'une vision à court terme, où en fait, c'est le leader d'extrême droite extrêmement populiste dans son programme. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle ouvrira probablement les coffres. Elle fera bénéficier peut-être d'aides fiscales les petites entreprises, etc. Mais ça sera destiné donc à augmenter la dette du pays, en ayant donc une vision à long terme catastrophique. Si la crise s'aggrave, on dit souvent, les Français descendent dans la rue, là, les Britanniques font grève, menacent de ne pas payer leurs factures. Les Italiens réagiraient comment?
Alors, l'Italie n'est pas une nation qui descend beaucoup dans la rue par rapport à la tradition française. Mais évidemment, il y a un mécontentement dû à cette... vous voulez dire, elle est très populaire, elle est à 24%, Meloni. Parce qu'elle reçoit quand même beaucoup de mécontentement de ces années de crise économique qui se sont enchaînées sans jamais arriver à des réformes clés. Là, par exemple, on avait la réforme du SMIC. L'Italie est un des seuls pays où il n'y a pas le SMIC au niveau européen. Mario Draghi l'avait entamé, mais il n'a pas réussi parce qu'il y a cette fermentation. Un gouvernement ne dure pas plus que 13 mois en moyenne en Italie, la formation, ce qui est dramatique. Donc, bien évidemment, il y a un mécontentement qui est toujours latent. Après, est-ce qu'ils descendront dans la rue ou pas? Ça, on verra cet automne. Au Royaume-Uni, il n'est pas latent. Il s'exprime une série de grèves tout cet été. On est dans une situation de fronde sociale? Oui, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. D'abord, le Royaume-Uni est dans une position particulière en Europe du point de vue énergétique. Il faut se souvenir qu'ils ont les gisements de gaz en Écosse notamment, et ils sont moins exposés que le reste des pays européens, enfin que la plupart des pays européens, au risque énergétique en provenance de Russie. Non, le Royaume-Uni, c'est la double peine. C'est-à-dire, d'une part, le fait que le prix du Brexit n'a toujours pas été payé. Les Anglais se rendent tous de plus en plus compte, y compris dans les catégories sociales qui avaient voté pour le Brexit, qu'ils ont été dupés, que tout ce que le Brexit était supposé apporter ne s'est pas matérialisé. Et il y a la crise politique avec Boris Johnson qui a franchement eu une agonie en tant que Premier ministre qui devient de plus en plus lourde. Et on voit bien que les propositions des deux principaux challengers pour le poste de Premier ministre, c'est-à-dire Rishi Sunak d'une part et Liz Truss de l'autre côté, sont des propositions extrêmement libérales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore plus fragiliser le corps social, d'où la colère qu'on connaît actuellement au Royaume-Uni. Oui. Ailleurs en Europe, on ne sent pas dans cette situation-là. On a compris que chaque pays a ses problématiques, mais enfin il y en a quand même une, c'est l'inflation, c'est le pouvoir d'achat, c'est cette crainte autour de l'énergie. Et on ne voit pas cette espèce de bouillonnement comme au Royaume-Uni, ailleurs sur le continent européen. Mais ce que je vois, c'est une tendance globale quand même assez resserrée autour de l'Europe. Et on l'a vu par exemple à propos de la crise énergétique. Il y a la première ministre tchèque qui assure maintenant la présidence de l'Union européenne, qui a décrété une réunion d'urgence prochainement pour s'asseoir à une table sur la question de la crise énergétique. Je pense qu'il y a déjà une baisse peut-être de prétentions anti-européennes. On a vu les problèmes causés par les Brexit. On parlait tout à l'heure de Giorgia Meloni qui était profondément anti-européenne. Elle voulait un Brexit à l'italienne et maintenant elle s'est beaucoup modérée sur ses positions. Elle souhaite une Europe fédérale, mais rester quand même unis face aux problématiques. Donc les crises sont bonnes pour l'Union européenne. Cette réunion en urgence qui est demandée, elle va servir à quoi? Elle va servir d'abord à s'assurer que la solidarité européenne est toujours au rendez-vous, parce qu'il y a toujours cette peur qu'à un moment donné, certains pays se désolidarisent, notamment ceux qui sont le plus tributaires des hydrocarbures russes. Et puis, deuxièmement, à justement trouver des solutions mutualisées. C'est la fameuse mutualisation des achats de gaz, parce que si on va en rang désordonné, c'est-à-dire d'un côté M. Draghi, qui ne sera bientôt plus au pouvoir, ou M. Macron en Algérie, ça produit des mauvais résultats, parce qu'à ce moment-là, le fournisseur de gaz peut jouer sur la demande. Donc il faut que l'Europe achète ensemble de l'énergie, et on n'en est pas encore là. Depuis juin, différents dirigeants en Europe et les dirigeants européens alertent, disent attention, les mois qui arrivent vont être peut-être compliqués. Est-ce que vous pensez que le message est entendu par les citoyens européens? Alors, tout à fait oui, parce qu'il y en a déjà énormément qui sont impactés concrètement par la crise énergétique. Ce n'est pas le cas en France, mais en Italie, genre les notes d'électricité ont déjà grimpé, comme on n'a pas d'autres sources. Et on a déjà, exactement, et toutes les conditions, que ce soit aussi sur les pouvoirs d'achat, avec une inflation, par exemple, en France, qui est de 6% étalée sur l'année, a déjà des impacts concrets. Le message passe au niveau des citoyens européens? Oui, alors moi, très rapide. Je voudrais une note un peu optimiste, et de ce point de vue-là, l'Italie sera un baromètre. Il est possible qu'une majorité de la population de nos pays se rende quand même compte que c'est difficile et que dans des moments comme ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, si en Italie, le résultat n'était pas la victoire de Mme Meloni, ça donnerait un signal bon pour l'Europe, à savoir que la raison peut encore l'emporter. Et tous les yeux sont tournés donc vers votre pays pour cette rentrée sociale et politique. Merci beaucoup Eva Morletto et merci beaucoup Richard Verly d'être venu dans 64 minutes, toujours passionnant.